Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média, Soir d'Info. La suite, on parle d'intelligence artificielle ce soir à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient, vous le savez, sur 2 jours en France. Chefs de gouvernement et leaders de la tech se rassemblent dans la capitale française pour débattre de cette révolution qui bouleverse nos vies. IA, moteur de transformation africaine, comment s'en servir? C'est notre débat de ce soir avec Ibrahim Ba, coordinateur du Forum de la diplomatie numérique du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Alioune Badara Mbengue, CEO de la start-up Handhack IA. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous proposez des solutions d'intelligence artificielle adaptées aux réalités africaines comme Awa, un assistant vocal intelligent avec qui on peut interagir en Wolof et bien d'autres langues africaines. On va en parler. Les plus grands oracles l'avaient prédit, l'IA sera plus foudroyante que l'électricité. IA, la plus grande mutation de l'histoire, c'est le titre du livre de Kai-Fu Lee, un des experts qui en parle le mieux. Son ouvrage publié en 2018 est un best-seller mondial. L'écrivain taïwanais y affirme que l'intelligence artificielle est la plus grande révolution de l'humanité, bien plus brutale car plus rapide que la révolution industrielle. Mais d'abord, messieurs, on va revenir sur l'usage de l'IA et les solutions qu'elle offre aux défis socio-économiques et environnementaux majeurs. Mais question simple, pouvez-vous expliquer à un élève de CM2 de quoi parle-t-on quand on parle de l'IA, d'intelligence artificielle, Alioune Badara Mbengue? Alors, un élève de CM2, de 5e? Oui. C'est justement le genre de questions qu'on pourrait poser à une intelligence artificielle. Oui. Mais de façon très simple, c'est la capacité des machines, comme les ordinateurs, les logiciels, à imiter certaines fonctions de la pensée humaine. Ça peut être la mémoire, la créativité, l'aspect analytique, le fait de pouvoir faire des opérations, etc. La capacité à apprendre. Oui. Donc, c'est le fait que les machines puissent imiter ces compétences du cerveau humain qu'on appelle intelligence artificielle, justement en contradiction à l'intelligence naturelle ou humaine. Oui, mais pourquoi elle est si foudroyante? Pourquoi elle fait peur? Parce qu'elle fait peur aussi. Et qu'en même temps, tout ça repose sur l'humain, n'est-ce pas, Ibrahim Ba? Oui, même l'intelligence artificielle n'est pas un nom existant. C'est un compromis que l'Occident a mis et nous devenons toujours des consommateurs. Je l'appelle le simulateur du cerveau humain parce que l'intelligence artificielle part du principe que c'est un bien de l'homme, de l'être humain. Quand on crée des machines, la machine n'est pas capable de cuisiner à notre place. Oui. Nous sommes capables, avec nos blenders, nos robots, de programmer, vous chauffez à 22, vous chauffez à 23. Toutes ces formes-là sont des formes d'intelligence artificielle. Oui. Mais c'est le nom marketing. Vous savez, les marketeurs qui sont dans le numérique sont les plus forts, les plus violents. Parce que plus le risque est élevé, plus la violence est présente. Donc du coup, ce sont des prédateurs, ce sont des gens capables de vous vendre le pôle Nord comme pôle Sud et l'inverse. Oui. C'est des gens qui sont capables de tout. Oui. Mais l'intelligence artificielle n'est pas proprement parler un être comme nous. C'est vrai qu'il y a une tendance à travers les grandes universités américaines. Si on prend MIT, tout récemment, avec le propriétaire de la société Blackstone, lui a mis 350 millions de dollars parce qu'ils l'ont juste baptisé un immeuble pour dire que c'est votre nom. Il est tellement content qu'il a donné 350 millions de dollars pour qu'il fasse des recherches sur l'intelligence artificielle. Chérif, est-ce que vous savez ici au Sénégal, une entreprise, M. Mbengue, est-ce qu'il y a une entreprise ici au Sénégal qui a mis 5 milliards de francs CFA pour rechercher sur l'intelligence artificielle? La réponse est non. C'est la preuve du fossé que nous avons à faire. Oui. Dans la fin des années 90, on nous parlait du clonage humain. Qu'a fait le Sénégal? Zéro. Nous circulons encore dans nos routes avec des charrettes, malgré l'interdiction des lois. Donc voilà le fossé qu'il y a entre l'intelligence artificielle qui se passe là au sommet de France, nos cousins, où Macron dit qu'il va mettre 55 000 milliards de francs CFA, alors que vous allez prendre un Zorel ou un Jules, il va mettre 100 000 milliards de francs CFA. Mais le Sénégal ne mettrait pas 500 milliards de francs CFA sur l'intelligence artificielle. La vérité, c'est qu'on ne l'a pas. Voilà. Non seulement que nous ne l'avons pas, mais parce qu'il y a la gouvernance, d'abord il y a deuxième chose qui concerne la science. Cette partie de science, nous devons nous exclure. C'est très violent de le dire, mais nous devons être dans la priorisation. D'abord,
la collecte de données. Quelle est la structure étatique qui collecte les données ici au Sénégal? L'ANSD. Oui. Donc dans la gouvernance, il faut que l'État mette l'ANSD devant pour pouvoir fructifier, pour pouvoir organiser les données que détiennent l'ANSD. Oui. Au niveau de la santé, qui a les données, l'ANSD est capable de nous fournir ça. Au niveau de la démographie, de la natalité, de la mortalité, de la richesse, de l'économie, des routes, des écoles, de tout ce dont on a besoin, l'ANSD a déjà ces informations. Oui. Si dans la gouvernance, l'ANSD est devant, ensuite les autres vont venir de manière successive, mais surtout le secteur privé. Oui. Le secteur privé n'aura jamais la capacité pour le moment de mettre 5 milliards de francs CFA pour pouvoir faire des recherches. Oui, on va revenir sur les données parce que c'est tout simplement une question de souveraineté, puisque vous le savez, les grandes entreprises technologiques internationales monopolisent clairement les données africaines. On va en parler parce que c'est tout aussi important. Mais restons sur cette révolution de l'intelligence artificielle. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'a encore martelé aujourd'hui lors d'un sommet virtuel de l'ODA-NEPAD. La digitalisation et l'intelligence artificielle sont des enjeux majeurs. Aujourd'hui, on le sait, l'Amérique et la Chine sont les locomotives. Même l'Europe est relativement à la traîne. Comment on doit se positionner en Afrique, Alioune Badara Mbengue? Par rapport à l'intelligence artificielle. Par rapport à l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, nous, je pense qu'on va prendre un peu l'exemple de ce qu'on fait chez Andaka, qui est ce que je pense objectivement être l'approche la plus optimale si on se veut être dans cette course. Oui. Parce que comme il l'a dit, on n'a pas du tout les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens qui sont mis à disposition, aussi bien sur le plan matériel que même sur le plan technique. Quand on travaille par exemple, nous, sur les langues, on n'a pas les mêmes données qui sont mises à disposition. Tout à fait. Donc nous, on part d'un postulat, c'est de se dire qu'on ne peut pas compétir sur les modèles de base. Oui. Vous savez ce qu'on appelle les modèles de base. Vous avez certainement entendu parler de ChatGPT. Absolument. Peut-être vous avez entendu parler de DeepSeek dernièrement, le modèle chinois. De Chat qui vient d'être lancé en France aussi. Par Mistral. Oui. Et en fait, ça, ce sont des modèles qui demandent énormément de données, énormément de compétences, énormément de moyens. Oui. 3 choses que nous n'avons pas. Absolument. Mais rien que la Chine, pour être précis par rapport à DeepSeek, parle de 5 à 6 millions de dollars. Hein. Et c'est contesté. Et c'est contesté. Et c'est contesté. Les gens disent que c'est faux. C'est plus que ça. Tellement c'est peu. Oui. Et que ça ne prend pas en compte justement tout le travail qu'il y a eu pour optimiser. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, la course vers ces modèles-là, oui. En toute humilité, nous dépasse. Parce que les gens ont énormément d'avance, ont énormément de moyens qui sont mis en place. Bien sûr. Mais justement parce que tout le monde est en train d'aller vers cette course-là, tous ces modèles-là vont tendre à se commoditiser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont tous arriver vers des compétences plus ou moins similaires, à des coûts qui seront dégressifs. Parce que si tout le monde a plus ou moins la même offre, les coûts vont baisser. Et le coût de la computation aussi est en train de baisser. Du coup, nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est se positionner sur les cas d'usage. Oui, c'est comment s'en servir. C'est ça. Et pourquoi il est important de savoir s'en servir. C'est ça. Oui. C'est que pour nous, on a des problématiques qui sont propres à l'Afrique, pour ne pas parler du Sénégal, que ces modèles-là ne règlent pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis en place AWA, qui se concentre jusqu'ici sur la compréhension des langues nationales. Parce que quand vous allez utiliser un des modèles les plus connus, ils n'ont pas forcément la capacité déjà à comprendre ce que je dis vocalement et à pouvoir me répondre, me vocaliser cela. Et ça, c'est un problème qui nous intéresse profondément et qui n'intéresse pas forcément encore OpenAI. Et c'est pour ça que nous, on se concentre sur ces cas d'usage-là. Et ensuite, pouvoir permettre à d'autres entités, d'autres entreprises, d'autres étudiants de pouvoir bâtir des solutions qui vont adresser ces cas d'usage-là en utilisant ce que nous avons mis à disposition. Je peux peut-être donner un exemple un peu plus concret pour illustrer ce que je dis. Je vais parler de 2 startups, l'une qui s'appelle le Pro Boutique, qui a une solution d'inclusion financière qu'elle met à la disposition des commerçants de quartier et qui leur permet d'avoir une tenue comptable. Ils sont en train d'utiliser AWA pour faire quoi? Pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la transcription. C'est-à-dire que le commerçant peut dire par exemple Diaina Nyari kilo chep, et que nous soyons en capacité de lui dire ce que le commerçant a dit en français et qu'eux puissent en faire un enregistrement comptable. Donc pour moi, c'est dans le fait d'aller vers ces cas d'usage ultra spécifiques
que nous pouvons vraiment tirer notre épingle du jeu dans l'échelle macro. On va parler de votre solution AWA parce qu'elle casse aussi les barrières linguistiques, parce qu'on peut interagir en Wolof avec l'application. Je me retourne vers vous, Ibrahim Ba. Pourquoi il est important de s'en servir malgré tous les dangers que l'on peut penser? Certains sont pessimistes, mais il est important aujourd'hui, jusque dans notre domaine, dans le domaine des médias, il est important de savoir s'en servir parce que sinon, on va être largué tout simplement. Je fais toujours la promotion pour l'usage. Oui. Impératif. Dans la mesure où, si on revient même dans l'histoire, quand il y a eu les premiers véhicules, les gens défendaient qu'il fallait une charrette. Oui. C'est le principe de l'être humain. Il y a un côté de reptilien. Tout le monde doit maîtriser tout ce qui est intelligence artificielle. Oui. Avant, on nous disait que c'est une question qui peut être bête. Maintenant, plus question ne peut être bête. Il suffit maintenant d'avoir l'intelligence, de bien formuler. Quand vous développez une application, vous gagnez du temps. Parce que l'ordinateur est plus rigoureux et il va plus vite que l'homme. Et sa capacité de stockage a une différence par rapport à l'homme. Nous pouvons absorber beaucoup de choses, mais pouvoir les ressortir et les agencer, les indexer, l'ordinateur, c'est ça sa force. Donc du coup, avec les usages que nous devons faire d'abord, c'est de voir quels sont, précisément au Sénégal, quelles sont les données, quel est l'usage pour le Sénégal. Est-ce que des fois je vois dans des pages Facebook des grands professeurs, etc., oui, qui disent moi j'écris à la main, oui c'est bien beau, prends la charrette, je prends la Ferrari et j'irai plus vite que toi, etc. Je serai en plus dans un confort et mon espérance de vie va être plus élevée. Tout le monde, tous les enfants à l'élémentaire, nous avons commencé à Yen Djalao. Il y a des modules de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent savoir comment résoudre une petite équation, même si c'est une fraction, peu importe, même écrire une lettre, même écrire une carte d'anniversaire. Cette pratique-là, ça va être de manière incrémentale de gagner plus de compétences numériques. Ce qu'il faut retenir, prenons votre métier dans les médias. Monsieur Beng, vous savez qui sont les grands producteurs de contenu, de données, des médias ici au Sénégal, au niveau institutionnel. Vous connaissez l'agence de presse, Le Soleil, la RTS. J'ai fait un coucou à mes camarades. Parce que vous intervenez là-bas, tout à fait, absolument. Les Aram, etc. Et le DG Papalé, et notre DG propre qui est Pape Madi. Donc voilà. Si vous venez, vous prenez un exemple tout simple, la capacité qu'il y a dans ces données, dans ces trois structures, qui produisent des données énormes, mais malheureusement, qui ne sont pas exploitées. Ce qui veut dire que l'État, à travers ces données, de savoir qu'est-ce qu'il faut développer à Tambacounda, qu'est-ce qu'il faut développer à Nyaritali, en termes de sécurité par exemple, ou bien sur l'offre de services de base pour cette population, en termes d'eau, en termes de géomatique. Tous ces éléments-là, on est obligé un moment de se poser sur la table et de faire une analyse. Parce que l'analyse qui va en ressortir va donner exactement la politique exacte qu'il faut en faire. Mais si l'individu, le fonctionnaire lui-même, ou même le parent d'élève n'est pas capable de l'usage de ChatGPT ou DeepSeek, mais toute cette chaîne ne pourra pas se faire. Et demain même, le citoyen qui va être totalement numérisé, digitalisé, pour se connecter, il sera obligé de faire une interaction avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de sites occidentaux maintenant, quand vous vous connectez, en tant qu'humain, c'est la machine qui vous dit, je vérifie si vous êtes un humain. Tout à fait. Voilà, c'est ça le paradoxe. C'est civilisationnel. C'est ça le paradoxe. Le Sénégal a pourtant une stratégie IA lancée en 2023. Qu'en pensez-vous? Mais le budget n'est pas de 200 milliards de francs CFA. Monsieur Beng, si nous ne sommes pas capables de dire devant tous les Sénégalais, c'est des milliards de francs CFA. Chérif, ce ne sont pas des millions, c'est des milliards de francs CFA qu'il nous faut. Ce n'est pas un budget de 300 ou 400 milliards. Non, il faut qu'il y ait une vraie assise du numérique. Que tous les acteurs du numérique, surtout du secteur privé. Le secteur privé, on a bien beau mettre tout ce qui est, comment on appelle les startups. Mais ils ont dépassé les startups. Ce sont des entreprises qui créent des emplois. Quand on dit start-up, c'est comme un geek qui est là-bas avec son jean, sa pizza, etc. Non. Ce sont des entreprises. C'est là où se trouvent des emplois. Il y a une chaîne de valeur pour ces emplois. Si on ne met pas une assise réellement sur le numérique là, nous allons passer à côté de l'histoire. Je vais vous interroger d'ailleurs sur le New Deal numérique qui sera lancé le 24 février prochain par le Sénégal, avec le président de la République. Mais je me retourne vers vous, Alioune Badara Mbengue. Le programme IA du Sénégal valorise les langues nationales. C'est un enjeu stratégique. Vous proposez, vous, des solutions d'intelligence artificielle adaptées aux réalités africaines comme AWA, qui est un assistant vocal intelligent avec qui on peut interagir en Wolof. Et c'est très intéressant parce que vous cassez, je le disais tout à l'heure, la barrière linguistique. C'est très important.
Alors en fait, je vais expliquer peut-être très rapidement d'où ça vient. Il faut comprendre qu'en 2015, on avait lancé un projet qui s'appelle Mbalit, qui était une poubelle intelligente qui devait parler aux gens littéralement pour leur expliquer les notions de tri sélectif. Alors c'est là qu'on s'est rendu compte d'une chose, bon, on ne le comprenait pas de façon bien sûr aussi élaborée peut-être qu'aujourd'hui, mais c'est qu'il n'existait pas forcément assez d'outils pour permettre à quelqu'un qui ne parle pas français ou anglais, quelqu'un qui parle sa langue natale africaine, de pouvoir communiquer avec un device, un appareil quelconque. Alors aujourd'hui, la Banque mondiale vous dit par exemple qu'il y a à peu près 530 millions d'Africains qui s'expriment principalement dans leur langue nationale. Et du coup, qui ne savent peut-être pas forcément lire ou écrire le français ou l'anglais. Absolument. Alors que la majorité des technologies que vous avez sont conçues dans ces langues-là. En anglais principalement. En anglais principalement. Vous avez donc la majorité de ce qui est la plus grosse bientôt population du monde, à savoir la population africaine, qui est exclue de toutes ces avancées dont on est en train de parler. On est aujourd'hui en train de parler de l'intelligence artificielle en train de s'exprimer en français. La majorité des Sénégalais ne comprennent rien de ce qu'on est en train de dire. Tout à fait. Vous faites demain une application pour, je ne sais pas, l'enrôlement, on parle de la digitalisation des papiers, par exemple, des extraits de naissance. Vous et moi qui parlez français pouvons y accéder. La majorité des Sénégalais ne peuvent pas y accéder. À cause de la barrière linguistique. Est-ce que votre application est aujourd'hui disponible, utilisable par les Sénégalais aujourd'hui? C'est-à-dire, moi, je peux télécharger tout de suite Alors, l'application, non, mais on a mis à disposition ce qu'on appelle une API. Une API, bon, lui, c'est très bien ce que c'est, mais si j'explique pour le plus grand nombre, c'est en gros permettre à des créateurs de solutions, que ce soit des entreprises, des publics comme des privés, d'intégrer ces fonctionnalités-là dans les solutions existantes. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on avait lancé, on a eu une liste d'attente, je pense, avec plus de 800 entreprises qu'on n'est pas en capacité de servir aujourd'hui, pour les raisons qu'il avait expliquées. Donc, on a fait ce qu'on appelle une shortlist. Quel est son équivalent sur le plan international aujourd'hui? Son équivalent... L'équivalent de AWA. De AWA, par exemple. Ce serait difficile de vous dire. Il y a une entreprise qui s'appelle Eleven Labs. L'erreur que beaucoup pourraient faire, ce serait de le comparer à un ChatGPT ou autre. Mais en fait, justement, parce qu'on on pense tout de suite à ChatGPT. AWA est en réalité... On pense même aux assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant, par exemple. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Pas du tout. Parce qu'en fait, bon, sur le plan de... L'utilisateur lambda peut voir et parler à AWA en pensant parler à quelque chose comme ChatGPT ou autre. En réalité, ce qui se passe, c'est que AWA vient être un complément de ces outils-là. Parce que ces outils-là sont déjà excellents dans tout ce qu'ils font de mieux. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Et ils vont tous tendre à se commoditiser. Donc nous, là où on se positionne, c'est dans deux choses. La capacité à comprendre et parler les langues africaines. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir parler à ChatGPT et lui dire « dans mon sort le djel ben taxi ». AWA vous permet de prendre cette parole-là que vous dites en Wolof, en Bambara, en Pulaar ou en autre chose, de la transcrire dans une langue qui est déjà comprise par ces modèles-là, en français ou en anglais, et par la suite, lorsque ce modèle vous ferait une réponse en français ou en anglais, pouvoir vous le vocaliser en Wolof. Donc, ce qui veut dire que moi, aujourd'hui, je ne peux pas encore parler à AWA comme je parlerai à, par exemple, est-ce que vous connaissez la télé TFM? Si je pose la question à Gemini, je ne peux pas encore poser la question à AWA, par exemple. Parce qu'on ne l'a pas encore rendu disponible. Mais c'est justement ce que AWA permet. Je pense qu'on a eu à faire pas mal de démonstrations d'ailleurs dans ce sens. D'ailleurs, si vous avez eu à regarder la présentation du nouveau référentiel Sénégal 2050, il y avait une voix qui transcrivait en Wolof ce que le Premier ministre disait. Et c'était la voix de AWA. Vous auriez dit par exemple Salam alaikum, AWA vous aurait répondu quelque chose comme ça. kontaan naa bi ma xamee la nan laa mën a jàppale tey mën nañu waxtaan ci lépp lu la neex dama ñëw ngir déglu la ak jàppale la. Là où par exemple Gemini me répond. Oui, je connais la Télé Futur Médias, TFM. C'est une chaîne de télévision privée sénégalaise qui diffuse des informations, des divertissements et des émissions de sport. Ce qui veut dire a été lancée en 2007 par Youssou N'Dour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés de moteur de recherche à moteur de réponse. Oui. C'est encore deux structurations techniquement totalement différentes. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vais prendre un exemple tout simple. Avec l'intelligence artificielle, on aura besoin beaucoup plus de stockage. Il faudrait des serveurs et des serveurs et des serveurs et des serveurs. Ça, c'est la première phase. La seconde phase aussi, il y a au niveau des algos la puissance du contenu même. Parce que pour éviter que ça soit plus affiné. Parce que c'est une tendance pour aller vers l'être humain. L'être humain, quand il vous dit un khalas, ou bien quand il dit un daisan, c'est deux extrêmes. Soit c'est très positif ou c'est très négatif. Avec AWA, la démarche, c'est d'être
de savoir un Ndeysaan, alors qu'un Gemini ne serait pas capable de le faire. Dans la modération de contenu, si je dis Tarlouse, tout de suite je suis bloqué par Facebook. Mais par contre, si je dis que Damay, etc., en abrégé, Awa, quand ça va être très développé, serait capable de trouver cette subtilité linguistique pour pouvoir bloquer ça. Donc, pour revenir sur une chose très simple, dans la capacité de stocker, mais presque toutes nos données sont à l'étranger. Prenez n'importe quel Sénégalais. Il y a de fortes probabilités, si c'est un créateur de site internet, etc., parce que l'offre en interne a un blocage sociologique. Est-ce qu'il ne va pas copier mon site? Est-ce qu'il ne va pas copier mes données? Est-ce qu'il ne va pas copier? Est-ce qu'il ne va pas copier? Et du coup, il va héberger à l'étranger. En hébergeant à l'étranger, on donne nos données à ce pays-là. C'est comme si nous prenions nos propres armes et qu'on les donne à un autre pays. Donc du coup, tout repose sur comment on doit sensibiliser sur ce que c'est nos données. Allez sur TikTok. Vous savez combien de Sénégalais travaillent avec des Péruviens? On ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas une identité digitale qui nous permet que quand vous prenez, quand vous allez à Paris ou New York, vous parlez d'aller à l'aéroport pour prendre un avion. Chérif, quand vous arrivez, on vous demande de donner votre passeport. Mais comment ça se fait que moi, je peux quitter ici et logiquement, je quitte mon pays, j'échange avec un Péruvien, je l'agresse dans son pays, j'insulte dans son pays, il va avoir un procureur dans son pays qui va porter plainte, qui va saisir mon ministère des Affaires étrangères, etc. Même dans le cadre de la pédophilie. Donc, il y a toute cette pornographie parce qu'on n'a pas une identité digitale. Alors qu'en réalité, quand on quitte ce pays physiquement, on donne un support physique. Donc, quand on quitte ce pays, logiquement, l'État doit avoir assez de foule à faïda de mettre une identité digitale. Cette identité digitale-là sera ton passeport sur Internet pour pouvoir quitter, pour éviter que j'attaque Chérif dans sa dignité, qu'au moins qu'on puisse m'identifier et que s'il y a des poursuites, que ça puisse se faire. Parce que vous parlez de l'extraterritorialité. J'y arrive. C'est un autre débat et nous ne sommes pas des juristes pour l'ouvrir. On parle beaucoup de souveraineté, en revanche, souveraineté numérique, mais très honnêtement, a-t-on les moyens d'être souverain sur le plan numérique? Question simple, basique. Ça ne peut pas être une question. Ça dépend de la définition qu'on va donner à la souveraineté. Voilà. Est-ce qu'on parle de... La souveraineté relative aux données, parce qu'il vient de parler des données numériques. C'est un problème. Parce qu'il ne faut pas avoir non plus les yeux plus gros que le ventre et aussi dire la réalité aux utilisateurs. C'est important. Je pense que la réalité, c'est que pour les données extrêmement sensibles, telles que les données, je sais pas, les données du gouvernement, les données sur la santé, les fichiers médicaux, etc. Pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui peuvent être faits justement pour qu'ils soient stockés au Sénégal. Il faut impérativement d'ailleurs qu'on le fasse. Moi, j'avais un point de vue très différent de celui que je défends aujourd'hui sur la question, mais parce que vous avez évolué. Oui, heureusement. Ça ne m'arrive pas sur beaucoup de questions malheureusement, mais sur celle-ci heureusement parce que je l'analysais sur le plan technique, alors qu'en réalité, il faut l'analyser justement sur le plan juridique. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, si les données médicales, par exemple d'un haut gradé ou même du président de la République, sont stockées dans un serveur aux États-Unis ou quelque part ailleurs, l'État américain a le droit de saisir, entre guillemets, ces données-là et de demander à les voir, tout simplement parce qu'elles sont stockées dans son territoire. Absolument. Donc, pour ces données-là, je pense que de façon très réalistique, il faut qu'elles soient stockées au Sénégal. Par contre, ce que je ne pense pas réaliste, ce serait de penser que la souveraineté doit signifier une sorte de se renfermer sur soi à l'heure où le monde est vraiment à l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, surtout Internet, mais enlève toutes les barrières et toutes les cloisons. Et ce qui se passe, on l'a vu avec DeepSeek, ce qui se passe en Chine à 20h, à 20h01 est arrivé au Sénégal. Absolument. Donc pour moi, il faut savoir rationaliser cela sur les données qui sont extrêmement sensibles. Pour ça, il faut avoir une politique pour les avoir localement, les héberger dans nos serveurs, dans nos bases de données. Mais je pense que de façon générale, il ne faut pas non plus qu'on entre un peu dans la même phobie qu'on voit par exemple aux États-Unis qui va interdire TikTok, etc. Pour moi, ce n'est juste pas réaliste pour nous, en tout cas, ce ne serait pas réaliste de penser que nous pouvons arriver à ce niveau-là. Aussi, parce que sinon, bonjour les dérives. À hauteur de ce qu'on peut réglementer. Et encore une fois aussi, je pense qu'on a eu cette discussion juste avant de venir ici, parce qu'il ne faut pas le faire de façon déconnectée de la réalité du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation qu'on pourrait avoir en France ou aux États-Unis doit être très différente de celle qu'on a ici. Et encore, quel pouvoir on a sur ces applications. Et encore, les Américains même, qui sont les pionniers, reprochent à l'Europe de trop réglementer.
d'ailleurs. Et ça, c'est un problème. Je me retourne vers vous. Le lancement de la stratégie du New Deal numérique est prévu donc le 24 février prochain. Quels sont les enjeux selon vous? La souveraineté numérique. Vous savez, Chérif, il y a combien d'ordinateurs qui sont dans le parc de l'administration du Sénégal? Vous pouvez demander ça à Dr Innocent ou bien à M. Tiendele Keba. Ils vont vous dire, écoutez, il faut qu'on fasse une cartographie. Vous savez, il y a combien d'applications propriétaires qui appartiennent à quelqu'un qui utilise l'administration? Il faut se poser la question. Il y a combien d'applications qui sont libres, Linux, etc., qui sont dans l'administration? Il faut d'abord ces prérequis. On va lancer le New Deal Technologie. La première activité du New Deal Technologie, c'est d'abord de faire la cartographie des machines qui sont déjà dans le périmètre de l'État, des applications. Et les acteurs qui y travaillent... Mais ça va pas se résumer à ça, parce que si c'est ça l'ADIE... Les prérequis, ça s'appelle les prérequis. Avant d'aller à l'essentiel, ce que je dis, il y a des prérequis. Mais ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le savoir. On ne le sait pas à ce jour-là. Personne ne peut vous le dire. Pour vous dire, il y a tant d'ordinateurs, il y a tant de logiciels qui appartiennent à quelqu'un, il y a tant de logiciels qui sont du monde libre. Et pire, il y a une chose, le niveau de compétence des gens qui travaillent dans l'administration, de braves gens. Si vous faites une dématérialisation, la procédure du permis de conduire, je suis d'accord. Mais ça va se résumer à ça, le New Deal, franchement, à la dématérialisation de l'administration. Ça a été déjà lancé, ça, depuis le début. Parce qu'il vous faudrait un casier judiciaire. Mais Chérif, quand il vous faudrait un casier judiciaire, qu'est-ce que vous devrez faire et que vous êtes à Fatick ou bien que vous êtes à Foundiougne? Il vous faut un environnement numérique avec votre téléphone pour pouvoir vous connecter et ensuite voir avec la poste comment récupérer le support papier ou bien comment l'imprimer avec une signature électronique. Demain, je parlais tout à l'heure de l'identification digitale. Quand vous devrez vous connecter, on va vous dire, écoutez, vous devrez prendre 100 francs sur l'année pour avoir une identité pour aller sur Internet. Comme ça, demain, quand vous faites des attaques sur Internet, vous pouvez être identifié et vous gagnez en sécurité. Comme vous avez une pièce d'identité, vous avez un passeport. Mais ça ne se résout pas seulement à ça également. Il faudrait que dans les établissements, qu'on arrive à un seuil. Donc du coup, on est dans une tendance de 60 mois, de 120 mois, de 240 mois, arriver jusqu'à 300 mois. Mais les prérequis d'abord, il faudrait que les premiers acteurs de l'administration, leur niveau de compétence numérique, si je suis archiviste, on peut dire, j'ai déjà quelques bases en numérique. Mais si je suis quelqu'un qui est un marin et que j'ai jamais été dans l'environnement informatisé, quel est le degré, quel est le pourcentage de formation à lui faire? L'éducation numérique. Exactement. C'est tout un ensemble. Et tout cet ensemble-là doit être intercalé et déroulé dans le temps. Et comment réussir ça d'abord? Première chose, j'espère que le 24 février prochain, je ne parlerai même pas du président de la République, je ne parlerai même pas du Premier ministre, mais j'espère que le ministre Aliou Sall va faire un appel à l'ensemble du peuple sénégalais pour leur dire que voici le premier challenge civilisationnel que nous devons réussir et d'intégrer le secteur public, le secteur privé, les jeunes vieux, les futurs vieux, les retraités, les enfants, tout le monde. Ça ne doit pas être un truc partisan, ça ne doit pas être exclusif, ça doit être inclusif parce que sociologiquement, dans ce pays, chaque fois qu'il a fallu que tout le monde se lève comme un seul homme pour réussir quelque chose, nous l'avons réussi. Et il est impératif, un devoir pour nous, de notre vivant, et vous les jeunes là, parce que vous allez être là encore dans 300 mois, qu'on le réussisse. Et on ne laissera personne faire échouer ce projet parce que c'est le projet vital, civilisationnel pour notre peuple. Il ne faut pas rater le tournant numérique. Ça se résume à quoi, selon vous, ce New Deal technologique à Alioune Badara Mbengue? Le New Deal, je ne saurais dire malheureusement, je pense, vu qu'il n'a pas encore été... Quels sont les enjeux selon vous en tant qu'acteur du secteur? Oui, alors moi j'ai publié il y a un peu plus d'1 an maintenant un livre qui s'appelle justement Prospérité symbiotique, l'impératif de succès. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a parlé d'impératif. L'impératif de succès de la relation entre l'Afrique et l'IA. Parce que pour moi, en fait, on n'aura pas d'autre chance que celle-ci de réussir la révolution qui est en cours, tellement on a eu à en rater auparavant, et parce que celle-ci va vraiment à une vitesse qui dépasse toutes les précédentes. Là, c'est le dernier tournant, là. Il ne faut pas rater. C'est ma conviction. Voilà. C'est le sanitaire. Et pour moi, l'exemple que je donne souvent, ça va être difficile à croire pour vous, mais j'étais très mauvais en course lorsque j'étais plus jeune. C'est vrai? Mais oui, c'est pas facile à croire,
Mais j'arrivais en premier, pourquoi? Parce que le temps que j'arrive, les autres étaient en train de revenir et moi je retournais juste avant d'arriver au bout. Et pour moi, c'est la chance qu'on a aujourd'hui. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, nous on a raté tout ce que les autres ont fait. Donc on a la chance de ne pas avoir la lourdeur légale, administrative, même sur le plan de l'infrastructure que d'autres entités peuvent avoir. Mais on peut avoir l'agilité de choisir des questions très spécifiques. Absolument. Et de décider de les régler à merveille. Oui. Pour moi, lorsqu'on prend la santé, l'agriculture, la sécurité de façon globale, pas seulement technique, la route, l'accès à l'éducation, c'est un très gros sujet pour nous, même l'éducation. Oui. Il y a énormément de problématiques qu'aujourd'hui la technique permet déjà de régler. Et c'est après ça, pour moi, que je trouve des fois un peu dommage, c'est que on n'a même pas forcément des barrières technologiques parce que ces questions-là peuvent être réglées par des gens qui sont ici. Absolument. Donc pour moi, le défi est vraiment structurel, c'est-à-dire qu'il faut permettre à des gens, que ce soit des startups, que ce soit des jeunes, que ce soit des étudiants, de pouvoir régler ces problèmes-là. Le défi est structurel, mais aussi continental, j'ai envie de dire, parce que face aux GAFAM, aucun pays ne peut faire face seul. Est-ce que on ne peut pas aussi orchestrer les expertises autour d'une même stratégie? Partenariat. En Afrique, je parle au niveau africain. Pourquoi vous voyez une opposition avec les GAFAM? C'est là le problème. Oui, parce que pour moi, d'opposition. Pour moi, l'opposition peut être très relative. C'est si vous vous voyez en opposition avec eux, et déjà ça c'est un problème parce que vous n'avez objectivement pas les moyens de lutter contre eux. On parle aujourd'hui de OpenAI qui est en train de lever, je pense, c'est quoi, 500, je ne veux pas dire de bêtises, 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars pour bâtir leurs infrastructures techniques. 500 milliards de dollars, je pense que c'est combien? Des centaines. 3500 milliards de francs CFA. C'est beaucoup plus que littéralement le budget de notre pays, alors qu'on parle d'une entité privée. On a des années-lumière. Donc pour moi, le temps qu'on va passer à vouloir lutter contre eux, alors qu'on a la possibilité de régler des problèmes qui nous sont propres, imaginez aujourd'hui, je dis quelque chose de très simple, qu'une entreprise, qu'une start-up ou qu'un ensemble de start-up arrive à régler le problème de l'initiation à la lecture au Sénégal, mais il nous aura fait gagner des années et des années en avant, aussi bien sur le plan de lutte et de sensibilisation. C'est ça. Et pourtant, ce n'est pas un problème qui est techniquement impossible à régler. Que ce soit la dématérialisation, comme il disait tout à l'heure, de certaines des procédures administratives. Tout ça, ce sont des choses qui sont techniquement possibles, que des gens savent faire aujourd'hui. Et il ne manque pour moi que ce pont qui permet à ces gens-là d'avoir les ressources nécessaires, l'accès aux autorisations déjà, aux données, etc. pour pouvoir régler ces problèmes et que l'État joue le rôle peut-être de facilitateur pour que ces entités-là puissent régler des problèmes qui sont vraiment propres au Sénégal et à l'Afrique. On parle beaucoup du Nigeria, on parle aussi de l'Afrique du Sud. Est-ce que notre pays, le Sénégal, est un pays du numérique? Dans l'histoire, non. Mais dans le système de rattrapage, oui. Si on prend l'ADIE, qui était à la base une direction au ministère des Finances, de veillants, les Cheikh Tidiane Sakho, les Cheikh Tidiane Seck, qui ont travaillé fortement, les Djibindao, jusqu'à en faire une agence. Bon, malheureusement, après, qu'ils sont mis sur la touche et on avance. Alors qu'en fait, ils ont l'archivage, ils ont toute l'histoire. Quand vous prenez le Nigeria et vous prenez l'Afrique du Sud, ce sont des géants. Ce sont des géants. Nous sommes moins de 25 millions d'habitants. Et je suis très gentil. Disons que nous sommes à peu près moins d'une vingtaine. Et quand on parle des GAFAM, nous pouvons créer des emplois rien qu'avec Facebook. Facebook a une obligation de modération de contenu. Nos lois obligent Facebook à modérer ses contenus. Mais c'est Facebook lui-même qui modère ses propres contenus. Mais vous avez suivi la dernière sortie de Mark Zuckerberg? Il a pris carrément le lui, ça dit que je ne fais plus de modération. Exactement. C'est les rapports de force. Exactement. Il est parti rejoindre Elon Musk. Mais parce que c'est normal. Plus que le risque est élevé, plus la violence est là. Si je mets 1 milliard de francs CFA, mais j'oublie d'être gentil. Parce que j'ai mis 1 milliard de francs CFA. Mais ça c'est pas... C'est le principe du capitalisme. Le capitalisme repose sur comment ça morom. Donc du coup, le principe est très simple. Mais ça, c'est pas notre culture. Mais là, nous sommes dans le monde. Quand vous êtes dans le monde, un Sadio Mané ne cherche pas à plaire. Il l'a fait avec Salah, il le regrette fortement maintenant. Donc pour revenir mais il faut défendre nos valeurs, nos valeurs, oui, mais quand on est intra-local, le Giro, il est international. On doit le faire. Quand c'est niveau local, rien que la modération de contenu, Chérif, vous savez que $1 700,
on le paye à un Américain qui est à New York pour faire la modération de contenu ici chez nous. Qu'est-ce que ça coûterait que l'État dégage un partenariat avec Facebook pour l'inviter, pour voir ce qu'on peut faire? On a 46 départements. Il nous suffit d'avoir 700 personnes qui démarrent la phase de modération de contenu. Et ces gens qui vont faire la modération de contenu, on peut trouver un budget. Parce que quand on donne les bourses de sécurité sociale ou de sécurité familiale, qu'est-ce que ça coûterait de le donner à un jeune pour dire qu'en contrepartie, on te donne une volumétrie d'heures que tu devrais passer sur Internet en l'ayant outillé? Qu'est-ce que ça nous coûterait que nos albinos que le soleil tue, qui peuvent faire du télétravail? Nos prisonniers de courte durée, qu'est-ce que ça coûterait qu'on les mette pour faire du télétravail? Nos femmes au foyer qui ont du mal à reprendre le travail, qu'est-ce que ça leur coûterait? Nos retraités, les enseignants, qu'est-ce que ça leur coûterait de leur donner du télétravail? Et enfin, il y a une chose tout simple, nos étudiants qui ont besoin de se faire d'argent de poche, qui sont en langue étrangère, qu'est-ce que ça coûterait de trouver une plateforme, de faire la modération de contenu, rien que d'abord avec Facebook, en faisant l'autofinancement par nous-mêmes. Ensuite, on leur dit, écoutez Facebook, vous avez une obligation par rapport à nous, par rapport à vos charges, nous vous proposons de faire une démarche toute simple, un partenariat où vous allez prendre en charge les 3 premières années, tant sur 60% du salaire ou 80%. Je suis sûr que s'il y a un Sénégalais, on lui donne 300 000 francs CFA pour faire la modération de contenu, ce Sénégalais-là, il serait partant. Vous qui ne voyez pas d'opposition, vous êtes d'accord avec cette modération, Alioune Badara Mbengue? Je n'ai pas dit que je ne voyais pas d'opposition, juste pour clarifier. Mais je ne sais, pourquoi je ne serais pas partant? Parce que ce qu'il explique de façon très claire, au-delà de Facebook, c'est qu'il y a énormément d'opportunités sur Internet qui sont parfois des... Vous savez, quelqu'un peut être payé un SMIC en France, se sentir misérable, alors qu'un SMIC, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de nos ingénieurs, beaucoup de nos ingénieurs, ne touchent pas ces montants-là. Et aujourd'hui, Internet offre plus d'opportunités que jamais. Autant il y a beaucoup de menaces, comme vous le dites, autant il y a plus d'opportunités que jamais. Encore une fois, parce qu'une fois en même temps, c'est la plus grande expérience d'anarchie de l'histoire. C'est justement pour ça, qu'elle offre d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, vous entrez sur Internet, vous n'êtes pas un Sénégalais, vous n'êtes pas un Noir, vous n'êtes pas que ça, vous êtes juste quelqu'un comme tous les autres. Voilà. Ce qu'un jeune qui est à la Silicon Valley peut faire depuis son laptop, le travail qu'il peut faire chez lui, littéralement, vous pouvez faire exactement le même travail pour autant que vous ayez les mêmes compétences. Donc, une fois que ces compétences-là sont démocratisées, on a autant d'accès aux possibilités que qui que ce soit d'autre. Et c'est à nous vraiment de savoir les saisir. Et c'est pour ça, encore une fois, que je disais tout à l'heure que le problème est vraiment structurel. Mais pour autant qu'on a un accès aux opportunités et déjà une prise de conscience de toute l'existence de ces opportunités-là, pour moi, il y a vraiment de très belles choses à faire, aussi bien grâce à Internet qu'à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Alioune Badara Mbengue. Merci à vous. CEO de And Ak IA. C'est important parce que c'est un Wolof. And Ak IA, donc marcher avec l'intelligence avancée avec l'intelligence artificielle. Merci à vous. Merci. Ibrahim Ba, coordonnateur du forum sur la diplomatie numérique du Sénégal. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous intervenez à RTS, mais vous êtes au bon endroit. C'est très gentil. Je suis très bien accueilli et j'appelle le grand Youssou Ndour à venir à Kinkeliba. Avec plaisir. Merci beaucoup et belle soirée en compagnie de nos programmes.